Bonjour membres de l'Hebdo, je suis Florence Kroll, je suis la fondatrice de Hanukkah Yoga et aujourd'hui on va continuer notre série de vidéos. Nous sommes à la 5e vidéo sur comment ramener son mental tourmenté dans la plénitude et en utilisant bien sûr les Yoga Sutras de Patanjali puisqu'on est sur le chemin du yoga ici. Je me rappelle il y a à peu près 2 ans quand je faisais encore des cours collectifs à la maison. Je venais de finir un cours collectif et à ma grande surprise, je me sentais déçue, je me sentais frustrée, je me sentais complètement découragée. Et ce qui se passait, l'histoire qui se passait dans ma tête, c'est la semaine dernière, le cours était plein, cette semaine, il n'y avait que 2 personnes, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais continuer ces cours? J'étais remplie de doutes. À l'époque, je faisais mes cours à la maison et du coup, après le cours, je m'assois pour manger comme tous les soirs avec Jean-François. On aime beaucoup toujours trouver un temps où on s'assoit ensemble, on se pose et on aime bien se raconter notre journée, on aime bien se raconter quelles sont nos victoires. Et moi, donc je m'assois et je commence à lui raconter avec toute ma déception, ma frustration. J'avais toute une histoire dessus, je ne comprends pas, le cours était plein la dernière fois, je ne comprends pas pourquoi cette fois-ci il n'y a que 2, c'est toujours comme ça, j'en ai marre, les gens ne sont pas engagés, blablabla, bla, bla, et plus... et à un moment donné, je lève la tête de mon histoire pour regarder à Jean-François. Jean-François qui avait commencé, qui s'était assis avec le sourire, était d'une tristesse. Je voyais vraiment comme une désolation sur son visage. Et j'ai senti toute la tristesse qu'il avait à me regarder en fait. Et là, je me dis, je commence à lui demander, mais t'as l'air super triste et tout ça, qu'est-ce qui se passe? J'avais aucune idée que c'était à propos de moi. J'ai cru qu'il s'était passé quelque chose, ou comme certaines fois, je croyais que je l'ennuyais avec mon histoire. Et en fait, il me dit, ça me brise le cœur de t'entendre parler comme ça de toi. Tu viens juste de finir un cours avec 2 personnes. Tu viens d'enseigner ce qui est ta passion, tu viens de partager. Tu es arrivé en plus en disant que le cours était super, hein, que les filles t'avaient complètement encensé. Hein. Et la seule chose que j'entends après, c'est d'un en bas, à te rabaisser et à t'empêcher en fait de voir l'opportunité de ce que tu as offert à ces gens aujourd'hui. Du coup, je m'arrête et je reviens dans ma mémoire, dans mon imaginaire, au cours un peu, pour voir un petit peu ce qui s'était vraiment passé. Et en fait, c'est vrai, le cours, j'ai adoré le cours. Moi, qu'il y ait une personne ou qu'il y ait 12, 13 personnes, j'adore chacun de mes cours. Dès que je partage, je me sens en vie et pour moi, c'est vraiment un peu le but ultime de ma vie, de partager ce chemin du yoga qui est si extraordinaire. Et aussi, j'entends ces 2 personnes me donner, j'entends Célia qui me dit oh, ça y est, je commence à sentir mon corps, mais j'étais tellement bloquée dans mon corps, j'avais aucune idée en fait, j'étais tellement mal à l'aise avec moi-même et tout, et maintenant je commence à me sentir bien, je commence à habiter mon corps, enfin c'était extraordinaire ce qu'elle me disait. L'autre personne me dit non mais j'ai plus mal au dos, je suis arrivée complètement bloquée et là je me sens bien, je repars, je vais pouvoir bien dormir et tout, merci Florence. J'avais vraiment été encensée. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis passée totalement à côté de la plaque. Totalement. Je n'ai absolument pas accueilli tout cela. Je n'ai rien entendu. La seule chose que je voyais, c'est que, là, encore une fois, une semaine, le cours est plein. L'autre semaine, il est pratiquement vide. Et j'étais complètement dans mon histoire. Et là, du coup, je me suis posé la question quand même. Tu vois, quand même. Est-ce que c'est mieux d'avoir 1000 personnes à son cours
et de ne pas avoir de lien et ne pas avoir n'avoir aucune influence sur les gens. Dans le sens influence bien-être, amener un bien-être, amener, tu vois, comme l'une n'avait plus mal, Charlotte n'avait plus mal en bas du dos, et puis Célia était bien dans son corps. Non mais fabuleux quand même. J'étais passée complètement, totalement à côté de ça. Alors que c'est vraiment ma mission, ce qui me met en vie, c'est d'amener ce bien-être que ma pratique me donne, le partager avec les gens. Donc là, je l'avais fait brillamment. Et la seule chose que je pouvais sentir, c'est la déception, la frustration. Donc du coup, comme je te disais, je me suis posé cette question, est-ce que c'est mieux d'avoir 1000 élèves où il n'y a aucun retour et tu ne sais même pas si tu participes, ou 2 élèves qui vraiment ont le temps et cette connexion de te dire « Waouh, tu as vraiment eu un impact sur ma vie ». Qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais bien savoir comment tu répondrais à cette question. Alors dans ton domaine, bien sûr, si tu n'es pas prof de yoga. Est-ce que tu préfères avoir une personne qui a le temps et le lien et la confiance de te donner du retour sur ce que tu fais, ou travailler et avoir des milliers de personnes où il n'y a pas cette connexion? Bon, moi j'ai choisi bien sûr la deuxième, après y avoir réfléchi, après avoir posé cette question. Enfin, j'ai pas eu vraiment besoin de penser à la réponse. Bien sûr que je préfère avoir 2 élèves avec qui j'ai ce lien et à qui je donne cette confiance pour qu'elles puissent me donner leur retour et se sentir bien. Donc tu vois un peu, je reviens encore à cette idée de la souffrance qu'on a vue la semaine dernière, où la souffrance c'est cette distance entre le réel et ton fantasme. Moi là dans cette situation, le réel c'est que j'avais 2 personnes hyper engagées qui étaient venues, qui avaient pris ce moment dans leur vie pour venir me faire confiance, venir dans ma maison pour pouvoir apprendre de moi, et que dans ma tête mon fantasme était que je voulais un cours plein. Et c'est cette distance qui a créé en moi, enfin la distance que moi j'ai créée en moi qui me faisait souffrir, qui me font arriver à table, au lieu d'arriver avec le sourire et waouh, je suis arrivée déçue, frustrée, et en même temps ça a brisé le cœur de Jean-François. Donc tu vois, dès que je suis revenue dans le cours et que j'ai réalisé la beauté de ce qui m'était arrivé en fait, dès que j'ai changé mes attentes, dès que j'ai remplacé mes attentes par de l'appréciation sur ce que en fait était réellement arrivé, mon état d'esprit a complètement changé. Je suis retombée dans la joie, l'appréciation, la confiance et le fait que bien sûr que non, je ne vais pas arrêter ces cours. Que c'est ça que j'aime faire. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui qu'on va introduire. On va introduire une autre cause qui amène cette souffrance, qui est l'égoïsme. Donc selon les Yoga Sutras de Patanjali, dans le chapitre 2 et donc dans le deuxième sutra, il nous donne les causes de la souffrance, les 5 causes de la souffrance. Donc la première, la semaine dernière, c'était avidya, ou l'errance, l'aveuglement. Le fait de voir selon ses croyances peut nous limiter et surtout nous créer des erreurs ou même nous empêcher d'aller dans la direction où on veut aller. La deuxième cause, selon Patanjali, de la souffrance, c'est l'égoïsme. Alors là, c'est très intéressant parce que Patanjali nous donne une définition beaucoup plus large de l'égoïsme que notre définition générale qui est souvent ne pas penser aux autres et ne penser qu'à soi. Donc on voit souvent l'égoïsme avec quelque chose de très négatif ou qui nous sépare des autres et quelque chose qu'on n'aime pas. Les gens égoïstes, souvent on les aime pas. Bon, Patanjali, il nous dit bien sûr que l'égoïsme nous amène dans la souffrance, mais il nous dit que cet égoïsme, en fait, c'est cette confusion
entre la perception qu'on a de qui on est à travers notre personnalité et notre soi véritable. Donc la personnalité, les je, et son soi véritable, je suis. Sa nature véritable, je suis. Il nous dit que l'égoïsme, c'est celui qui s'interdit, mais aussi interdit aux autres, de montrer sa nature véritable, son essence, qui on est vraiment. Au lieu de montrer de montrer sa nature véritable, cette nature qui est pure, qui est complète, qui brille. Et au lieu de ça, on se ment, on montre cette personnalité qu'on a construite. Enfant, on a été obligé de la construire pour se sentir aimé. On en a parlé un peu la semaine dernière. Ce persona. Du coup, on se ment. On attribue à cette personne, à ce persona, à cette personnalité, le pouvoir de notre conscience. Et c'est pour ça qu'on est frustré. Le réel, notre conscience qui existe, et ce qu'on voit, le fantasme, tu vois, ce qu'on voit, notre personnalité. Donc il y a une confusion entre ça. Du coup, c'est ce qui s'est vu, c'est qu'il y avait eu le réel et mon fantasme. Et cette différenciation, le fantasme qui est mon mensonge, ce que je devrais vivre et que je ne vis pas, le poids que je devrais avoir et que je n'ai pas, la personne comment la personne avec qui je vis devrait être et qu'elle n'est pas, bien sûr, c'est un fantasme, c'est irréel, c'est une personnalité que l'on s'est construite. La réalité est complète, pure, elle est amour, elle est joie, elle est curiosité. Donc l'égoïsme, c'est ce sentiment limitatif, je ne sais pas comment dire, qui emprisonne la personne dans cette personnalité et qui ne lui correspond pas, puisqu'on est beaucoup plus que ça. Et c'est pour ça qu'on a cette soif de grandir. On veut casser ces limites que l'on s'est créées dans la tête. Donc cette différence entre cette personnalité qui voit un réel qui n'est pas comme le fantasme qui existe dans la tête, ça crée de la souffrance. On se dit « Ah, je ne devrais pas vivre ça, je ne devrais pas être comme ça, il ne devrait pas être comme ça ou elle ne devrait pas être comme ça ». Et tu vois un peu comment cette personnalité est aussi le premier rejeton de l'errance, ce qu'on a vu la semaine dernière, avidya. Cet égoïsme de ne pas se montrer empêche les autres personnes de nous voir briller et du coup de ressentir cette joie dans notre éclat. C'est exactement ce qui s'est passé avec Jean-François, où de me voir me rabaisser, ça lui brisait le cœur, parce que lui, qui c'est qui voit ? L'autre, celui qui est dans l'amour, il te voit qu'amour. Et de voir que toi, tu ne te vois pas avec cet amour, que tu ne vois pas que la vie que tu vis est celle que tu es censé vivre et que tu vis avec brillance. Ça brise le cœur. Moi, ça me le fait quand Jean-François le fait aussi. Ou quand j'entends des gens, ça me l'a fait il n'y a pas longtemps avec une amie qui chante, qui est extraordinaire. Et dans son concert, elle se rabaissait. Ça casse la magie. En faisant ça, on se casse la magie pour soi et on casse la magie pour les gens autour de nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait à propos de ça, maintenant qu'on l'a réalisé ? Alors, ce qui est important, c'est de se voir le faire déjà, et c'est pour moi, à mon expérience, qu'est-ce que je fais avec ça ? Je pratique le swadhyaya qu'on a vu la semaine dernière, l'étude de soi, le déboulonnage des croyances, mais pas que. J'utilise aussi beaucoup, et avec moi et avec mes élèves, le dialogue intérieur, où on commence d'abord par explorer cette personnalité qu'on s'est construite, parce que des fois, on se sent mal, mais on n'a pas compris que c'est parce qu'on avait construit ce persona. Donc la première chose à faire, c'est de la découvrir.
et de voir toute la beauté qu'elle nous amène. Elle n'est pas que négative. Elle nous a construit, elle nous a permis d'être aimés, enfants. Et elle est de toute façon la moitié de qui on est. Hein. Le problème, c'est qu'on a laissé aller l'autre moitié. Donc moi, par exemple, qui ai grandi dans une famille d'Italiennes, si j'étais pas extrovertie, si j'avais été tout timide, je crois que je vous avais déjà donné cet exemple, on m'aurait oublié. D'accord ? Mais je suis en fait aussi timide. Et il y a beaucoup de moments dans ma vie où j'ai besoin d'amener ça dans ma vie pour me sentir joyeuse, connectée à l'autre, dans l'amour. Donc le dialogue intérieur, l'étude de soi et l'étude des différentes parties de soi est une solution remarquable pour ramener tout ce qu'on a laissé, tous les petits cailloux qu'on a laissés sur le chemin et qu'on va être obligé d'aller reprendre pour arriver à la maison, à soi. C'est l'histoire du petit poucet. Ce qu'on a ne nous rend pas totalement heureux parce que c'est limitant. Alors on va chercher, on va ramasser les petits galets qu'on a laissés derrière pour retrouver son chemin. C'est exactement ça. Donc en fait, aller à la recherche de son soi véritable, aller vers la réalisation de qui on est entièrement. Comment on fait ça? C'est la définition même du yoga. Revenir en union, en complétude et se libérer de tout ce qui ne nous sert pas. Ou plutôt ramener tout ce qu'on a oublié et qu'on a besoin pour être servi complètement dans la vie et vivre dans la joie, le bonheur, la plénitude. C'est alléchant. Donc la souffrance, elle est là pour nous ramener sur le chemin. Et non pas pour vivre en souffrance et râler toute sa vie. Elle est là pour me dire, wap, tu te trompes là, Florence. Hop, tu te trompes là, tu prends le mauvais chemin. Tu t'oublies, hop, tu oublies une partie de toi. Reviens, ramène-toi vers toi, ramène-toi vers toi. Réaliser son union et sa complétude. Donc, comprendre les causes de la souffrance et pouvoir les voir et pouvoir en sortir nous fait progresser sur le chemin du yoga vers la découverte d'un soi, ce qui est vraiment ça. On n'est pas, encore une fois, je vais le redire, c'est pas à propos de faire des postures et d'arriver à booster son ego en se disant je suis super souple. Hein. C'est pas à propos de ça. Tu peux le faire comme ça, mais tu vas t'ennuyer très rapidement parce que même s'il y a des centaines de postures, au bout d'un moment, si tu n'es pas dans la découverte de qui tu es, ça va être très ennuyeux et tu iras faire un autre sport. Et pour réussir même dans un autre sport, cette attitude, cette psychologie de découverte de soi et de se sentir grandir est importante. Et pas juste d'aller faire des postures plus dures. Bien sûr, c'est sympa d'aller faire des postures plus dures parce qu'elles sont drôles, hein. Mais l'important, c'est mais où est mon point d'entrée? Par où je vais commencer? Par où je vais aborder mon labyrinthe intérieur aujourd'hui? Et comment je vais pouvoir exprimer moi entièrement dans ce moment? Et sur mon tapis et dans ma vie. Et regarde, trouve une situation dans ta vie où tu t'exprimais complètement, où tu sentais que les gens étaient subjugués par ce que tu disais. Pourquoi? Parce que tu étais totalement là et tu te donnais totalement au moment. Rappelle-toi de ce moment-là. Et une fois que tu t'en es rappelé, ferme les yeux et ressens-le dans toutes tes émotions. Qu'est-ce que c'est d'être toi? Et quand tu as cette sensation, cette petite sensation, amène-le sur ton tapis et pratique avec ça. Est-ce que quand tu vas un peu trop loin, tu n'es pas en train de te diminuer? Est-ce que tu t'oublies pas quand tu retiens la respiration? Qui tu es quand tu pratiques tes asanas? Qui tu es quand tu es en relation avec une autre personne dans ta vie? Est-ce que tu es vraiment toi? Est-ce que tu es dans l'amour de toi et est-ce que c'est ça que tu ouvres et que tu proposes aux autres? Sachant que c'est en proposant ça que les gens vont pouvoir se donner eux aussi la permission d'être eux-mêmes. Et c'est ça, guider par exemple. C'est toi, tu fais ton travail. Et le chemin du yoga est un chemin qui est fait pour ça. C'est le chemin.
Il y en a plein d'autres, mais c'est le chemin où c'est vraiment l'objectif. C'est ça qui le différencie avec des fois un sport ou de la gymnastique. C'est que l'objectif du yoga, c'est cette réalisation, se rapatrier toutes ces parties pour ne plus être égoïste, mais être généreuse et se montrer entièrement. C'est pas tout donner, c'est être soi-même. Du coup, quand tu es toi-même, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes la permission à l'autre ou aux autres avec toi d'être eux-mêmes. Et là, c'est délicieux. Et tu vas le sentir, et tu vas être nourri, et tu vas grandir. On va finir avec un petit mantra, Om Shanti, Shanti, Shanti. Donc Om, c'est la complétude, c'est la guérison, c'est de ce son que la vie est apparue. Shanti, c'est la paix. Donc le premier Shanti, on s'envoie de la paix. Le deuxième Shanti, tu envoies de la paix aux gens que tu aimes. Le troisième Shanti, à tout le monde. On ferme les yeux, on s'assoit confortablement, les mains en union. Je le chante une fois et quand je dis inspirons, c'est une invitation pour qu'on chante ensemble. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspirons. Om Shanti, Shanti, Shanti. Garde les yeux fermés, relâche les mains sur les genoux et prends quelques respirations en silence. Namasté! Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, d'être venu m'écouter. J'espère que tu vas trouver ton moment extraordinaire et que tu vas le sentir et que sur ton tapis, tout ira mieux et tu te sentiras avancer et progresser. Dis-moi, écris-moi ton expérience dans les commentaires. Ça me donne une relation beaucoup plus proche avec toi. C'est comme ça qu'on fait en digital maintenant. Et je te vois soit jeudi prochain dans les hebdos, mais avant il y a les lives. Si tu as envie de continuer cette conversation en live, inscris-toi, c'est aussi gratuit. C'est tous les lundis à 18h30 et tu as un lien juste à côté du texte, juste en dessous de cette vidéo pour t'inscrire. C'est facile, c'est rapide et tu es vraiment le ou la bienvenue. Bonne journée!